demander à Anne, puisqu'elle même été interpellée, de commencer à nous dire un peu des choses de son point de vue sur ce que c'est cette histoire de DSM. Anne, qui, je le rappelle, donc, est anthropologue. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie de la sortie de cet ouvrage, doublement ravie parce que d'abord Steve de Mazeux était, comme il a dit, mon postdoc, et en plus j'ai toujours été très impressionnée par la qualité de son travail, et deuxièmement parce que il faut le dire quand même que ce livre apparaît dans une collection dirigée par Pierre-Henri Castel, que je pense va beaucoup contribuer aux réflexions sur la psychiatrie. Peut-être tu pourras en dire deux mots à un moment ou l'autre. Je vais en fait faire 4 points qui vont sembler être un peu du coq à l'âne, tout simplement parce que je vais parler de ce que je connais mieux, c'est-à-dire le problème de contexte, mais je voulais aussi être un peu provocatrice en soulevant l'enjeu de ce que Steve a mentionné, le RDoC, et oui, je l'expliquerai tout à l'heure. Et finalement, Steve m'a demandé de peut-être dire 2 mots sur la CIM. Bon, on verra si on a le temps, mais certainement on peut le faire dans la discussion. Le témoignage qu'apporte l'ouvrage de Steve, pour moi, a une énorme valeur dans le sens, dans plusieurs sens, mais aussi parce qu'elle évite le leurre d'une critique trop facile et des reproches qui seraient basés sur une connaissance superficielle, sur des idées reçues et sur une sorte de prise de position idéologique concernant les classifications en psychiatrie. Et en reconstituant les conditions de production de ce manuel, le livre de Steve s'appuie sur des questions épistémologiques, institutionnelles, ainsi que sur les configurations des acteurs qui mettent en œuvre, et c'est ça clé, qui mettent en œuvre la construction et l'utilisation de ce manuel de classification qu'on nommera la Bible de la psychiatrie américaine. Il faudrait souligner que c'est une Bible devenue mondialiste au sens propre du terme, y compris dans ses connotations négatives. Si vous regardez le mouvement de Global Mental Health, de santé mentale globale, vous verrez jusqu'à quel point elle est poussée par le moteur du DSM. Des DSM et pas seulement par des idées plus vagues d'une psychiatrie impériale. Il faudrait aussi admettre que cet outil a des fortes répercussions dans la vie sociale actuelle. Je ne vais pas en parler. Quand je dis la vie sociale actuelle, je parle des non-spécialistes. Je ne vais pas en parler en détail, mais on connaît tous, par exemple, le débat autour des catégories de transsexualisme. Faut-il les inclure ou pas? Un débat qui répète un mouvement très important des années 70, qui était celle qui a dépsychiatrisé l'homosexualité. Il y a un ouvrage superbe de Ron Bayer sur cette histoire, et Steve en parle aussi dans son livre. Mais ce que je voudrais, ce que je souhaite contribuer à notre conversation collective autour de cet ouvrage et du DSM plus généralement, s'appuie sur ma propre expérience de chercheuse en anthropologie médicale, et en particulier l'attention que j'ai apportée à
le contexte non seulement dans lequel opère la psychiatrie, mais le contexte qui néanmoins a un effet sur l'expression de ce qu'on pourrait appeler soit la santé mentale, soit une psychopathologie, des conditions psychopathologiques. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais Alain Ehrenberg et Pierre-Henri Castel, tous les deux, ont beaucoup écrit à ce sujet. Et si je peux dire deux mots sur Alain, spécialement sur cette sorte d'injonction à l'expression de nos malheurs, de nos malaises, dans une terminologie de santé mentale. Et ce n'est pas seulement linguistique, c'est incorporé, je dirais, en tant qu'anthropologue. Alors, deux points, donc, tout d'abord sur le contexte du DSM-3. Premièrement, il est construit à un moment où la psychiatrie américaine est extrêmement ouverte. C'est une psychiatrie qui permet toute une panoplie d'interventions et de théories thérapeutiques, y compris la psychanalyse, qui aujourd'hui n'est important qu'à New York. New York, c'est le Buenos Aires et le Paris des États-Unis, si l'on veut. Mais à l'époque, il y a toute une panoplie de thérapies, de théories, etc. Mais il y a aussi un point qu'on a tendance à perdre, dont on a tendance à perdre d'œil, et c'est que les acteurs de la psychiatrie sont loin d'être limités aux psychiatres. Et c'est un point qui est sous-jacent dans la description que fait Steve de ce moment, les années 70, de la construction du DSM-3, pardon. Déjà, dans l'ouvrage que j'avais co-écrit avec mes collègues regrettés, on dit en français, Françoise Castel et Robert Castel, on avait fait état d'au moins 6 types d'acteurs au-delà des psychiatres. Les psychologues, les associations de profanes, on en parle beaucoup, on ne les appelle pas comme ça à l'époque, mais ils datent aux États-Unis de au moins 1910, qui marque le moment de collaboration entre Adolphe Mayer et un ancien patient, Clifford Beers. La première grande association des ex-patients date des années 30, donc ça, c'est un deuxième acteur à part entière. Il y a aussi les psychologues, que, comme Steve montre, ont une certaine puissance. C'est déjà dans les années 70 la question de est-ce qu'ils devraient avoir le droit de faire des ordonnances, de faire des ordonnances de psychotropes. Pardon, excusez-moi. Il y a aussi les travailleurs sociaux qui ont un niveau minimal de maîtrise aux États-Unis, qui peuvent être spécialisés et conventionnés dans la thérapie, dans toutes les thérapies psychologiques, psychiatriques. Les infirmières psychiatriques qui sont spécialisées. Et finalement, et on a tendance à perdre vue de cela aussi, le clergé. Il y a beaucoup de formations au niveau maîtrise, niveau doctoral, pour les pasteurs, les imams, les rabbins et les prêtres aux États-Unis. Et ils sont un acteur, eux aussi, ils constituent un acteur à part entière. Si je mets l'accent sur cet aspect du contexte, c'est pour montrer que ce n'est pas tellement le DSM-3 qui se diffuse à travers des acteurs. Par exemple, ce n'est pas que voilà le DSM-3, mais ce sont les assistantes sociales qui l'utilisent le plus, qui l'utilisent au moins autant que les psychiatres, ce qui est en fait vrai. Mais c'est qu'il existe déjà cette... bon, excusez-moi pour le mot, mais cette capillarité, si l'on veut, de acteurs diversifiés qui
peuvent disséminer l'utilisation de cette classification et son imbrication, si l'on veut, ou son tissage, je ne sais pas si on peut dire comme ça, dans la vie sociale américaine. On n'est pas limité à un domaine très très spécifique, mais on a des débordements de la psychiatrie à d'autres domaines de la vie sociale. Le deuxième point que je voudrais faire sur ce contexte de la construction du DSM-3, c'est l'importance à l'époque d'une collaboration entre psychiatres et entre penseurs et chercheurs du social. Si on pense à la littérature qui sort dans les années 60 et 70, on a des exemples assez, pour moi, brillants, même si on peut beaucoup les critiquer en aval, une littérature créée par des recherches portées en avant avec psychiatres et sociologues et qui produisent des résultats qui sont devenus un peu le sens commun même, et ça sera un de mes points tout de suite. Ils ont été exclus de l'univers de discours du DSM-3 et des DSM qui suivent. Ces études, ces recherches vont montrer, par exemple, le rapport très fort entre pauvreté, conditions urbaines, oppression racialiste, rapports sociaux de sexe, d'une part, et santé mentale, d'autre part. Et je ne cite que quelques-uns, le fameux étude Hollingshead et Redlich sur pauvreté et santé mentale, Dorenwend et Dorenwend, qui étaient des épidémiologistes et qui on a tendance à mettre d'un côté très scientiste, etc., avait sorti dans les années 70 un livre, je pense que c'était même à la fin des années 60, une étude qui montrait clairement le rapport entre l'oppression des Noirs aux États-Unis et la schizophrénie paranoïaque. Ça a été repris avec d'autres données dans un livre de Jonathan Metzl, un livre actuel sur, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est entre guillemets, c'est sur The Protest Psychosis, la psychose de la protestation. Et ensuite, il y a deux études très importantes, à la fois pour les débats autour de DSM-3 et à la fois pour cette contextualisation du social, qui sont le Midtown Manhattan Study, une étude, ce qu'on appelle étude communautaire, menée dans un quartier de Manhattan, et une deuxième étude, Sterling County Study, qui est menée en Nouvelle-Écosse. Les deux vont essayer de mettre en relation la santé mentale et les conditions sociales, non seulement comme dans le cas de Midtown, en disant la vie moderne, l'aliénation, comme disait l'école de Chicago et Zimmel, l'ère de la ville rendre libre, mais elle rend aussi anxieux, aliéné, etc. Et ça c'est l'apport de Sterling County Study, aussi l'apport de Midtown Manhattan Study, ces études montreront l'anxiété comme une défense rationnelle, si l'on veut, à ces conditions, devant ces conditions. Donc, c'est une sorte de non-pathologisation de la santé mentale qu'on a complètement perdue dans la psychiatrie post-DSM-3 aux États-Unis, même si cette psychiatrie nous mène aussi à l'éclatement d'une ligne claire entre le normal et le pathologique. Alors, ces études
représente, si l'on veut, le pôle holiste de la conception de la santé mentale et la maladie mentale aux États-Unis. Elles vont très paradoxalement contribuer comment dirais-je, à rigidifier le concept de santé mentale et de maladie mentale. Et en fait, on ne parlera plus de maladie mentale avec le DSM-3, on parlera de troubles mentaux. Elle va le faire en montrant, c'est pas elle qui le montre, mais c'est les critiques qui le disent, ils remarquent que cette santé mentale est définie par des échelles psychologiques, et ces échelles psychologiques ont beaucoup de mal à différencier entre ce qui relève précisément d'un véritable trouble et ce qui relève des réactions de tout un chacun aux différents stades de la vie. Et on voit ce type de discours porté en avant avec le DSM-5 autour de la question du deuil. C'est un des plus grands débats, si vous regardez le Lancet, qui n'est pas une revue psychiatrique, mais dans le Lancet et dans toutes les revues, autres revues psychiatriques, il y a un grand débat entre Wakefield, qui est un de nos collègues au CERMES 3, de Jérôme Wakefield et Alan Hurwitz, qui sont des respectivement philosophes et sociologues d'une part, et les défenseurs de l'élargissement des catégories de pathologie dans le DSM-5. Tu en parles aussi brièvement dans ton livre. Alors, c'est cette critique de manque de frontières claires entre le normal et le pathologique, produit par définition par la dimensionnalité ou par des échelles psychologiques, qui va mener, ou qui va nourrir plutôt, les travaux de Robert Spitzer, les opinions de Gérard Clairman et d'autres psychiatres très importants dans la construction et, si l'on veut, la vente, pour faire référence à Alain Frances, qui est un des grands critiques du DSM-5, la vente de cet outil diagnostique. Mais en même temps, le fait que le DSM-3, pour la première fois, crée des catégories qui se veulent des catégories de maladies et non plus d'état, c'est-à-dire, et là je m'appuie sur l'anthropologie des sciences, sur une réflexion d'anthropologie des sciences, que le DSM-3 nous livre des phénomènes catégoriels, c'est-à-dire il y a maladie, oui ou non, à la place des phénomènes continus, c'est-à-dire sur une échelle, on peut être niveau 2, niveau 5, niveau 10, va pratiquement éliminer les recherches qui mettent en relation les conditions sociales et les conditions, la santé mentale. La raison étant que statistiquement, une catégorie, un oui-non, est beaucoup moins puissant dans sa capacité de créer des relations entre variables indépendantes et la variable dépendante qu'est la maladie. Donc déjà, du point de vue d'anthropologie des sciences, le DSM-3 opère une rupture avec le contexte social. Le deuxième sens dans lequel il opère cette rupture est précisément dans le scientisme qui élimine tous ceux qui ne peuvent pas rentrer dans une
pensée médicale. Et le livre de Steve est très bien sur cet enjeu de médicalisation, qui n'est pas du tout la médicalisation des sociologues, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est littéralement transformer la maladie, et c'est au niveau, transformer la santé mentale, et là c'est à un niveau d'abstraction, pas un niveau... il n'y a pas un rapport entre réalité empirique et vérité dans ce que je vais dire, mais au niveau de l'abstraction, la transformation de la santé mentale en maladie. Donc, en opérant cette transformation, et c'est l'école de Saint-Louis et Robert Spitzer, qui est considéré un peu l'aile côte est de l'école de Saint-Louis, dans un sens, qui vont promouvoir cette vision de la maladie mentale et de la classification. Et cette vision, de par sa puissance, dans un monde où il y a déjà le processus de biologisation de la maladie mentale, va éliminer la légitimité des questions biographiques et sociales dans le sens qu'on entend en France, pas dans le sens qu'on entend dans le DSM-3 où biographiquement, si un tel symptôme, ensemble de symptômes a duré au moins 6 mois, on peut dire que cette personne correspond à la catégorie. Je veux dire dans un sens plus large, et c'est là que mon expérience à Columbia University, j'étais formée à tous les outils mentionnés dans le livre de Steve, tous les outils liés au DSM, mais aussi liés à d'autres catégories. Robert Spitzer était un de mes professeurs dans cette formation, parce que j'étais dans un programme interdisciplinaire. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est les débats constants, continus, entre des sociologues ou des épidémiologistes très liés à la sociologie, et sociologues de départ, comme Bruce Link, comme les Doran Wendt, etc., et les Spitzer, les représentants de NIMH, comme Dariel Régé. Je mentionne les noms parce que vous les trouverez dans les discussions actuelles autour du DSM-5, qui refusaient de reconnaître la possibilité même ou l'intérêt d'une approche diachronique, biographique et sociale au trouble mental, non parlant pas de la psychanalyse. Ce n'était même pas dans les débats. C'est après que... Oui, mais pas dans les débats dont je parle. Donc c'est le deuxième sens, dans le sens, c'est dans ce deuxième sens aussi que le DSM-3 opère l'élimination du contexte social. Les deux sens sont celles qui paradoxalement vient de la critique des défenseurs du DSM-3 envers ces études de santé mentale et des conditions sociales, et qui ont été menées avec la collaboration de psychiatres importants à l'époque. Et puis cette deuxième opération est l'élimination par la légitimation d'une certaine approche à la classification et des conséquences en termes d'analyse statistique sur ce qui seront traduits en variables sociales. Bon, je vais maintenant passer à l'aspect un peu provocateur de ma discussion, et en parlant de RDoC, mais juste avant, je voudrais dire 2 mots sur l'idée reçue qu'on a que le DSM est le produit de Big Pharma, des sociétés pharmaceutiques. J'espère que vous prêterez l'attention à cette finesse d'analyse de Steve dans son livre. Il montre très clairement que les sociétés pharmaceutiques ne sont pas derrière la construction du DSM-3. Ce n'est pas le cas
aujourd'hui, on a fait un cercle entier, c'est-à-dire on est passé par le moment Prozac, ce qu'on appelle le moment Prozac, qui soulève toute une série de débats autour de la non-transparence entre les psychiatres, y compris les producteurs des systèmes de classification DSM et CIM, celle de l'OMS d'une part, et les sociétés pharmaceutiques d'une autre. Mais on oublie deux faits importants. Un, c'est qu'il y a déjà un moment Prozac dans les années 50. C'est autour de Milltown, des barbituriques, des benzodiazépines, etc. Milltown, c'est un médicament qui sort en 1956, qui, dans l'espace d'1 an, et on parle des années 50, aura été prescrit à plus de 7 millions d'Américains. Qui cible les femmes en particulier, ces femmes aliénées, non seulement parce qu'elles sont exclues d'un marché de travail où elles avaient occupé la place des hommes partis en guerre, donc elles sont remises au foyer avec un rôle de consommation, parce que c'est le début d'un capitalisme non productif dans le sens industriel, mais un capitalisme beaucoup plus consumériste de celle de l'avant-guerre. Ce sont des femmes qui ne comprennent pas très bien leur aliénation de second sexe, qui ont beaucoup de malaise et qui seront ciblées par les sociétés pharmaceutiques, je ne me rappelle plus lequel, pour prendre le Milltown. Et pas par hasard que le Milltown est appelé dans la chanson célèbre des Rolling Stones de 1966 Mother's Little Helper, la petite aide de maman. Bon, les Rolling Stones se réfèrent au détournement de ce type de médicament, mais déjà à ce moment-là, on a un effet Prozac qui n'a rien à voir avec la psychiatrie classique, des médicaments prescrits par les médecins généralistes, etc. Et il est d'autant plus intéressant que tout le débat qu'il y aura contre cette utilisation des médicaments n'a pas de continuité avec le moment Prozac et ne mène pas à une sorte de veille sur le possible rapport entre pharma, Big Pharma, et les pourvoyeurs de DSM-3. Et je pense que c'est justement, et c'est là aussi l'apport du livre de Steve, c'est justement dans un esprit scientiste et épistémologique que ce manuel est produit. Ce n'est pas le cas pour le DSM-4 et pour le DSM-5, et ça ne veut pas dire, loin de cela, que les usages sociaux qui seront faits par le DSM-3 sont beaucoup plus proches des usages sociaux des DSM suivantes que de la période pré-DSM. Bon, je vais finir avec 2 mots sur RDoC. Et ma provocation serait de dire, est-ce que le DSM-5, finalement, c'est important ? DSM-5, Bible de la psychiatrie ou dictionnaire banal ? Pourquoi je dis ceci ? Il faut suivre les déclarations de Thomas Hensel, directeur de NIMH actuellement, qu'il a fait dans le American Journal of Psychiatry récemment, il a fait circuler aussi une sorte de mémorandum auquel j'ai eu accès, qui était pour les psychiatres, avec un de ses collègues qui dirige le projet RDoC. Il a été très présent dans les comités de travail du DSM-5, révision du DSM pour le DSM-5. Aussi, et comme a été dit auparavant, je siège
parmi les 15 membres du groupe de travail international pour la révision du chapitre 5, c'est-à-dire sur les troubles mentaux de la CIM. L'ERDOC a été très présent dans notre groupe. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet, mais il était très présent. INSEL a eu, lui aussi, comment dirais-je, a fait cette provocation devant la psychiatrie américaine et internationale à dire ça n'a plus d'importance pour nous, les chercheurs, le DSM-5. Il est allé encore plus loin. Il a dit désormais le National Institute of Mental Health ne financera pas des recherches basées sur les diagnostics du DSM-5, bien que jusqu'à présent, il fallait utiliser le langage de DSM 3 et 4 pour faire une demande de financement de recherche. En fait, c'est la grande différence entre la CIM, pour moi, et la CIM de l'OMS et le DSM, c'est que la CIM n'est pas utilisée dans la recherche, pour des raisons qu'on pourrait discuter. La DSM, oui. Non, dit Thomas Hensel, on va maintenant insister que ces projets de recherche proposent des catégories transversales à plusieurs maladies ou des sous-catégories au sein d'une même catégorie, catégorie clinique. Il faudra que ces recherches reconnaissent que le diagnostic n'a aucune importance parce qu'en génomique, en sciences cognitives, en neurosciences, on est déjà à la recherche des mécanismes sous-jacents à ce qu'on appelle des conditions psychopathologiques. De même qu'on ne va pas trouver un traitement pour la fièvre ou pour les douleurs de poitrine, on va trouver un traitement pour des mécanismes cardiovasculaires dysfonctionnels, par exemple, ou par ceux qui donnent le symptôme de fièvre, mais pas pour la fièvre et la douleur elle-même. On arrive au même stade pour les troubles mentaux. Donc, le projet ERDOC, Research Domain Criteria, critères pour les différents domaines de la recherche, qui fait maintenant partie du NIMH et qui se base, comme je l'ai dit, sur les neurosciences génomiques, imagerie cérébrale, sciences cognitives et autres, comme la seule source de connaissances pour les troubles mentaux. En grande pompe, donc, Thomas Hensel a annoncé juste avant, c'était en avril 2013, juste avant la sortie du DSM-5, que le DSM-5 non seulement ne serait pas utilisé, mais il constitue, ce sont les mots d'Hensel, il constitue un obstacle à l'avancée d'une psychiatrie basée sur les ERDOC, c'est-à-dire à une psychiatrie biologique. Et pour l'NIMH et pour Hensel, il n'y a pas d'autre psychiatrie. Donc, voilà ma provocation à dire, mais quel débat fait-on autour de DSM-5 ? Est-ce que c'est important ou pas ? Je pense que la réponse, on la donnera dans cette journée, mais je vous laisserai avec cette idée que dans la DSM-5, on continue on garde l'utilité clinique d'un système de classification, même si pour nous, les Français, ça n'a pas cette utilisation clinique. C'est une façon erase, annuler, c'est pas le bon mot, mais annuler, gommer le sujet qui souffre derrière toute cette abstraction.
Mais pour la psychiatrie américaine, on peut se demander si la DSM-5, en fait, finalement, a toujours une utilité clinique. Et étant donné comment le Big Pharma continue à étendre les catégories pour les traitements, je pense qu'on peut avouer que probablement il y aura cette utilité clinique. Et je le dis dans un sens critique. Je ne veux pas dire que pour nous, Français, ça veut dire la même chose, l'utilité clinique, que pour ceux qui disent oui, le DSM-5 a une utilité clinique. En revanche, et là c'est le grand clivage, elle n'aura plus, et c'est la grande question, d'utilité de recherche. Et ça, c'est tout le contraire de l'esprit dans lequel le DSM-3 a été construit. Merci. Merci Anne. Je signale que Anne a préfacé récemment le livre de Émilie Martin, là, qui est Voyage en terre bipolaire. On vient beaucoup de parler de psychiatrie américaine aujourd'hui. Émilie Martin a une particularité, elle est professeure d'anthropologie à NYU, et elle est aussi bipolaire. Alors, vraiment, hein, c'est pas une plaisanterie, c'est pas un faux diagnostic. Et elle raconte de façon absolument stupéfiante des deux côtés, hein, ce que c'est qu'être l'observateur quand on est traité soi-même par un médecin avec les médicaments, les ordonnances, etc., et quand on est l'observateur des pratiques de prescription, des groupes de malades, etc. Et ça donne une image, je crois, très impressionnante de ce que c'est que la vie de quelqu'un qui a une maladie mentale labellisée DSM aux États-Unis, quand la personne en question a la réflexivité, hein, d'intégrer un petit peu ce dont il s'agit. Voilà. Donc je vous signale ce bouquin qui vient d'être traduit et qui est assez impressionnant. J'en profite aussi pour vous dire une chose, on a parlé de beaucoup de textes. Une des particularités des livres de la collection, c'est que si vous allez sur le site des éditions d'Ithac, à la page qui est consacrée à qu'est-ce que le DSM, Anne-Laure a mis récemment, hein, ça fait 2-3 jours, en ligne, une bibliographie un peu particulière. C'est une bibliographie qui vous permet non seulement d'avoir les textes qui sont cités, les références, mais les textes eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez des versions, il a trouvé en ligne, des versions que vous pouvez regarder, le DSM1, le DSM2, le DSM3, alors pas le DSM5. Elles avaient été retirées pendant un mois, apparemment elles sont réapparues mystérieusement, etc., oui. Parce que c'est l'APA qui détient les droits. Donc vous pouvez voir tout ça. Et vous pouvez voir également énormément d'articles qui ont été retrouvés par Steve en ligne, des articles des années 60 à aujourd'hui. Et donc notre idée, si vous voulez, c'est pas juste vous donner... X et Y, 1964, page 22, mais si vous voulez aller lire ce que c'est que ces textes, eh bien, ils sont, pour un très grand nombre d'entre eux, accessibles directement en ligne. Hein. Ça fait partie de ce que nous voulons beaucoup défendre. Moi, j'ai une question pour commencer un tout petit peu, mais peut-être qu'on reviendra dessus. On lit beaucoup que une des raisons du DSM-3, c'est aussi que, comme tu l'as dit, alors tu l'as présenté comme une rupture, on a oublié le contexte social. Mais on lit aussi sous la plume de psychiatres de l'époque l'idée que, et ça on le voit je crois assez bien dans les livres, dans les romans, dans les textes publiés, dans le point institutionnel de la psychiatrie américaine dans les années 60-70, l'inquiétude de toute une partie du corps médical devant le discours social qui est tenu par les psychiatres, et qui est un discours qui est totalement envahissant dans la vie quotidienne, dans les journaux, dans les tribunes, dans les romans, etc., et qui a un mouvement de remédicalisation qui dit mais au fond, nous ne pouvons pas tenir un tel discours sur la manière dont il faut que les couples se comportent, dont il faut éduquer les enfants, dont il faut réformer le système scolaire. C'est souvent tenu par des psychiatres assez marqués à gauche, qui sont proches du Parti démocrate. Il ne faut pas oublier que le Congrès américain était démocrate de 40 à 80. Pendant 40 ans, il y a ce qu'on appelle le Long Congress, où les démocrates sont au pouvoir sur le plan législatif. Bon, avec dépenses publiques considérables en matière de santé, notamment de santé communautaire, et qu'ils vont dire, mais nous n'avons pas les moyens scientifiques de tenir sur la société le discours que nous tenons. Moi, j'étais très frappé de ça, et j'aimerais savoir si ça te paraît vraiment une raison derrière le repli, derrière ces positions qui vont être de plus en plus médicalisantes et biologisantes et qu'on voit dans les années 80, ou est-ce que c'est pas un si grand facteur que ça?
Non, je pense que Steve est aussi bien, si pas mieux, placé pour répondre à cette question. Mais des personnes comme Robert Spitzer, au début, sont des radicaux de gauche. Il est psychanalyste au début. Il n'est pas psychanalyste, mais psychanalysant. Il est Reichien, dans le sens de Wilhelm Reich. Et c'est avec le temps qu'il se convertit vers ce scientisme qui produit l'utile DSM-3. Je dirais la même chose de Lee Robbins, figure très importante dans la construction du DSM-3, qui mène des études sur le devenir des enfants délinquants, et qui ne les mène pas du tout dans un sens avec l'objectif de psychiatriser une population. Et pour moi, cette même gauche qui mène cette critique contre la psychiatrisation du social va à des moments différents se diviser, et certains vont embrasser le DSM-3 et d'autres vont le laisser de côté et continuer leur critique. Ceci dit, bon, ta question en fait en comporte deux. Premièrement, non, je ne crois pas que le DSM-3 est porté en avant par ces critiques d'une psychiatrisation. Steve, tu diras ton avis, pas du tout. Et deux, cette critique est un peu à côté du DSM-3. Elle vient après, mais en même temps, il ne faut pas oublier, par exemple, si vous regardez le psychological feminism, le féminisme psychologique qui a sa propre revue professionnelle, etc., ils sont complètement dans la logique de ce type de classification des traitements médicamenteux, de toute une série de conditions que quelqu'un d'autre aurait pu critiquer comme faisant partie d'une trop grande psychiatrisation du malaise, etc. Donc, ma réponse est négative par rapport à ta question. Mais je pense que Steve devrait se prononcer aussi. Tu veux dire quelque chose, Steve, sur ça? Juste par rapport à la prise en charge de cette inquiétude devant le discours social, un élément qui a été important dans cette remédicalisation est les critiques des antipsychiatres, puisqu'elles sont très présentes aussi aux États-Unis à cette époque-là, et un point qui est important et qui explique pourquoi des gens comme Spitzer, comme Robbins, etc., Guz, s'engouffrent dans une volonté de remédicaliser profondément la psychiatrie, c'est que la clinique psychiatrique aux États-Unis n'a jamais eu le prestige qu'elle a en Europe. C'est que l'autorité du psychiatre aux États-Unis a toujours été beaucoup plus faible qu'ici. Et les premières études qui sont faites de comparaison des activités diagnostiques de part et d'autre de l'Atlantique, entre les psychiatres anglais et les psychiatres américains, quand elles vont montrer des grandes différences de diagnostic, les Américains par exemple ont tendance à diagnostiquer 2 fois plus de schizophrénie, eh bien ces différences considérables vont affaiblir uniquement les psychiatres. Ce sont les psychiatres américains, qui vont se remettre en cause les premiers, pas les psychiatres britanniques. Et ça s'explique par l'insularité de la clinique américaine qui n'a fait pendant très longtemps qu'importer la clinique européenne et de l'aménager avec certains besoins, un certain codage américain, une certaine manière d'exprimer les idiomes de souffrance dans le langage américain, etc. Donc ça, je pense aussi que c'est un élément important. Et quand des gens comme Spitzer et Robbins ou Guz insistent sur la nécessité de remédicaliser la psychiatrie, c'est vraiment l'idée que la science sera l'allié, c'est un thème commun à l'optimisme américain, sera l'allié d'une progression, d'une meilleure médecine et d'une meilleure prise en charge de la maladie mentale aux États-Unis.
Oui, je voulais juste ajouter une chose. Oui, je suis complètement d'accord avec ce rapport avec l'antipsychiatrie, mais on peut aussi penser en termes de tension. Et il nous faut éviter tout manichéisme. Et tu ne le fais pas, je ne le dis pas par rapport à toi. C'est Robert Spitzer lui-même qui porte en avant ce projet, mais c'est le même Robert Spitzer qui est responsable, plus que la plupart d'autres psychiatres, pour la dépsychiatrisation de l'homosexualité dans les années 70. Si l'homosexualité sort comme trouble mental, c'est pas qu'elle sort, elle n'apparaît pas dans le DSM-3, c'est à la fois pour des raisons d'un mouvement social très important, mais aussi par leur répondant au sein du American Psychiatric Association, qui est Robert Spitzer. Donc, oui. Un dernier mot, justement, pour illustrer cette question de l'homosexualité. Robert Spitzer, c'est exactement le genre de personnage qui, au départ, trouve tout à fait normal que l'homosexualité soit une maladie mentale. Il est plutôt du côté de l'opinion majoritaire des psychiatres à l'époque aux États-Unis. Et s'il va avoir un poids très important dans ce débat, c'est parce qu'il va changer d'avis. Et comment il change d'avis? Et c'est ça qui est intéressant, c'est il décide, alors il y a l'activisme gay qui est très turbulent, des congrès de psychiatres sont perturbés par des homosexuels qui font irruption, etc. Et Spitzer et certains de ses collègues disent, bon, on va mettre les choses à plat, on va faire une réunion, on va convier les homosexuels à venir débattre, et surtout, on va éplucher la littérature scientifique. Et c'est ça l'enjeu. On insiste très souvent sur le vote final qui a été fait à main levée, ce qui est très juste. La décision, finalement, était une décision politique. Mais quand même, il y a eu des débats où on a mis sur la table les données qui existaient sur est-ce que les homosexuels montrent une détresse plus grande dans leur vie personnelle que les hétérosexuels, etc. On va éplucher les données et on va se faire une opinion à partir de là. Voilà. Avant de passer la parole à Patrick Landban, je voudrais faire une remarque sur la fin de l'exposé d'Anne et sur les research domain criteria. On pourrait dire la chose suivante. Vous n'aimez pas le DSM? Vous allez le regretter. Vous le regretterez bientôt. Parce que je suis en train de traduire le livre d'une amie japonaise, Junko Kitanaka, qui a fait un livre sur l'arrivée de la dépression au Japon et sur l'importation de ces catégories du DSM au Japon. Du jour où, quand vous vous plaignez d'une maladie mentale, vous devrez faire la preuve que vous l'avez vraiment avec des marqueurs biologiques, c'est tout un ensemble de choses qui risquent de basculer. Voyez. Donc il faut faire très attention, je crois, que cette inflexion-là est va probablement susciter une insurrection généralisée, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas que leur maladie, le fait qu'ils soient malades, soit lié à un état biologique. Donc ça va provoquer un nouveau type de tension, je ne sais pas de quelle nature ça va être, mais il va y avoir des tensions très fortes à ce niveau-là. En tout cas, c'est pour quand même rappeler ce point. Croire comme ça que le DSM, c'est systématiquement ça a permis au Japon, bien à l'importation du Prozac et du DSM, a permis la naissance d'une psychiatrie du travail et a permis de qualifier de maladie les gens qui se suicidaient au travail parce qu'ils n'arrivaient pas à faire leur boulot. Et donc, ça a une valeur émancipatrice absolument essentielle sur des gens, les Japonais, qui sont quand même assez proches de nous, des structures économiques, politiques, sociales, très fortes. Donc, il ne faut pas du tout croire que c'est intrinsèquement que le DSM est pervers. C'est les usages qu'on peut ou qu'on s'autorise ou non à en faire qui sont essentiels.